patient que j'opère d'une hernie discale, c'est un patient qui a une sciatique ou une cruralgie. Parce que c'est ça qu'on va retirer en retirant la hernie. C'est le conflit entre le bout de disque et la racine nerveuse. Si c'est que des douleurs lombaires, c'est pas une chirurgie qui va améliorer ça du tout. Une hernie, normalement, ça finit par se résorber tout seul. La question, c'est en combien de temps. Plein de fois, je dis aux patients, je m'en fous de votre IRM, comment vous allez, vous? Parce que ça arrive qu'ils reviennent avec une IRM de contrôle. Ah bah, mon médecin m'a refait faire une IRM, on voulait voir si ça avait régressé. Et en fait, il me dit, bah, j'ai plus mal. Je dis, on fout de votre IRM. On a trouvé un gène qui expliquerait le développement de certaines scolioses. Ça avance très bien, là on a mis en évidence un gène. Ce qui est le plus dur entre guillemets, c'est la scoliose. Parce qu'on va devoir instrumenter, donc mettre des vis la plupart du temps. Il faut qu'on ait de l'expérience, beaucoup d'expérience, pour savoir comment orienter notre trajet de vis pour pas la mettre dans la moelle épinière. Donc... Et salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo YouTube podcast où aujourd'hui je suis avec Anne, chirurgienne du dos, et dans cette vidéo on va vous délivrer les meilleurs conseils pour peut-être ne jamais passer par la case chirurgie. On va vous expliquer pourquoi est-ce qu'on a des douleurs de dos, comment en prendre soin, mais aussi on va pas mal vous parler de la scoliose. Est-ce que oui ou non c'est grave, qu'est-ce qu'on fait, est-ce qu'on opère ou pas, et est-ce qu'il faut forcément faire des exercices ou est-ce qu'on aura des douleurs. On part pour un épisode de podcast qui va durer à peu près 1 heure. Pensez à liker, si vous avez des questions, vous nous les mettez dans les commentaires. Et puis si vous êtes nouveau sur la chaîne, bienvenue, c'est M ton kiné. Je vous dis bon podcast. Bienvenue, t'es la première chirurgienne sur mon compte. La meilleure, sinon. La meilleure, j'attendais vraiment que tu viennes me voir, exactement. Donc on va vous expliquer, vous présenter comment prendre soin de votre dos, et puis qu'est-ce qui se passe quand on se fait opérer, est-ce que c'est si grave que ça, est-ce que c'est obligatoire, comment on peut l'éviter, et quand ça arrive, qu'est-ce qu'on fait concrètement, et est-ce que c'est si dangereux, parce que c'est vrai que moi c'est un truc qui souvent inquiète beaucoup mes patients, et il y a des fois, il faut y passer, et des fois, bon bref, j'en dis pas plus. Avant de commencer, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît? Oui, bien sûr, je m'appelle Anne Barnaba, je suis chirurgienne du rachis, donc à la base j'ai une formation d'orthopédiste, parce que la spécialité peut être faite par des neurochirurgiens ou des orthopédistes. Moi je suis orthopédiste, donc je peux aussi gérer les genoux, les épaules et tout le bazar, mais après je me suis hyper spécialisée dans la chirurgie du rachis, donc qui comprend le rachis cervical, dorsal, lombaire, jusqu'au sacrum. Donc voilà, il y a énormément de pathologies en lien avec ça, et c'est hyper varié, on a beaucoup de choses différentes à traiter, et donc voilà. Trop cool. Et par rapport à ça, justement, on va parler un peu général sur les chirurgiens. Je peux dire chirurgien ou il faut dire chirurgienne à chaque fois? Non, chirurgien, t'inquiète. Et à quel point les chirurgiens se spécialisent et à quel point un chirurgien qui fait tout, il est moins bon qu'un chirurgien qui ne fait qu'une épaule? Tu vois ce que je veux dire? Allez, tiens, je commence en te mettant une bonne balle dans le pied. C'est un vaste domaine et c'est assez récent en fait, hyper spécialisation. En effet, avant, on avait un chirurgien orthopédique qui allait faire un petit peu de tout, mais qui faisait aussi très bien, il n'y avait pas de soucis. Depuis, on va dire, une quinzaine, vingtaine d'années, c'est vrai qu'on a tendance à très vite, dans notre formation, nous hyper spécialiser. Je sais pas si c'est pour faire mieux. L'idée, c'est ça, bien sûr, que ce que tu fais très souvent, forcément, tu as des habitudes, tu vas le faire peut-être un petit peu mieux. Après, moi, j'ai toujours gardé un petit peu une formation assez globale pour pouvoir... ça sert toujours, dans certains cas, d'avoir déjà vu, tiens, là, sur un genou, j'ai eu un souci, machin, je peux peut-être me servir d'un petit truc pour mon cas précis. Mais c'est sûr qu'après, c'est mieux de s'hyper spécialiser dans... Nous, on a 4 grands domaines, on va dire, en orthopédie. Chirurgie du membre supérieur, de façon globale. Chirurgie du membre inférieur. Chirurgie du rachis. Et puis, après, il y a un peu à part les tumeurs osseuses. Ça, c'est un plan de la chirurgie orthopédique qui est important aussi, parce qu'on a beaucoup de cancers malheureusement des os qu'il faut savoir gérer, et souvent c'est quand même une formation un petit peu à part aussi. C'est marrant comment ça se fait qu'il y ait le côté tumeur osseuse qui soit vraiment je m'attendais pas du tout à un point. On se demandait quel serait le 4e. Parce que c'est vraiment très spécialisé, et alors après tu as des chirurgiens qui vont faire de la hanche ou du genou et aussi de la tumeur, tu vois, ils vont avoir ça aussi, mais il faut vraiment avoir une formation très précise là-dessus, donc c'est pour ça que je le mets un petit peu à part. Et moi je suis sensibilisée à ça parce que j'ai fait 2 ans à Cochin en tant que chef de clinique où on traite énormément de tumeurs osseuses, et où voilà, c'est un message qu'on fait passer aussi, c'est que c'est une chirurgie particulière et il faut être bien formé pour faire ça. Et voilà, après très souvent en effet un chirurgien va faire par exemple du rachis et aussi de la tumeur, ou du membre supérieur et aussi de la tumeur, c'est un truc qui va un petit peu avec, mais c'est une formation un peu spécifique. Je trouve ça trop intéressant. Mais du coup, tumeur osseuse, donc t'as une tumeur qui est dans l'os comme son nom l'indique, et le chirurgien il fait quoi? Juste il gratte autour, il nettoie
Alors, ça dépend de la tumeur. Justement, on a des tumeurs bénignes, donc qui ne vont pas entraîner de métastases. Voilà, et des tumeurs malignes. Les tumeurs malignes, théoriquement, il faut faire une résection carcinologique. Donc, on retire toute la tumeur et aussi souvent un petit peu des parties molles ou de l'os autour pour être en marge saine. Donc, voilà, ça peut être au niveau des articulations comme au niveau de l'os en lui-même. Donc, après, c'est plus du tout les mêmes chirurgies. Ah, mais oui, je suis débile. En fait, je sais pas pourquoi j'avais l'image vraiment à chaque fois du corps de la diaphyse, vraiment le corps de l'os. Et j'ai pas du tout pensé au côté même, et si t'es à côté d'un ligament ou d'un ménisque, etc. Donc, toute la difficulté est là. Pareil, quand ça vient proche des vaisseaux ou proche de structures neurologiques, et voilà, ça devient des chirurgies très complexes aussi, où tu as des reconstructions qui peuvent être faites à plusieurs équipes, avec des chirurgiens plasticiens, des chirurgiens vasculaires. Voilà. Après, heureusement, c'est pas toujours aussi compliqué. Et des fois, c'est des tumeurs bénignes qu'on va en effet juste soit gratter, ou on fait un curetage et on va combler avec de l'os du patient ou de l'os de banque. Ça, c'est possible. Comme après, je dis des grosses résections carcinologiques, où là, c'est de la grosse chirurgie. Et voilà. Et c'est pour ça que c'est très spécialisé. Moi, j'en ai une petite expérience pour en avoir fait pendant 2 ans. Et c'est pour ça que je mets vraiment ça à part, parce que c'est quand même une formation particulière et il y a peu de gens qui en font régulièrement après. Pareil, il faut être dans une structure où tu as des oncologues, où tu as une réanimation, voilà. Donc c'est souvent à l'hôpital, même si ça peut se développer un petit peu en clinique. Mais voilà, c'est un truc un peu particulier. Ok. Eh ben, je pensais pas qu'on parlerait de ça. Mais c'est trop cool. Donc, toi, t'es spécialisé dans le dos. Ouais. Déjà, t'en as qui se spécialisent, genre je fais que du rachis lombaire, ou en gros, dans tous les chirurgiens font tout le dos? Bah, ça dépend. Il y en a en effet qui n'ont pas envie de s'embêter, entre guillemets, avec d'autres pathologies, qui aiment bien les trucs très répétitifs et qui, du coup, vont faire que du canal lombaire étroit, de la hernie discale lombaire, point. C'est quand même assez rare. En général, un chirurgien du rachis. Moi, je fais que de la L4, L5. Ouais, ça peut. Franchement, il y en a qui peuvent être un peu poussés à ça. Mais globalement, un chirurgien du rachis ou colonne vertébrale, c'est le même terme en gros, il va faire du cervical autant que du lombaire. Et alors après, tu as différents types de chirurgies. Tu as des chirurgies qui vont être dites de décompression, donc, où on va pas mettre de matériel, on va juste aller décomprimer une structure neurologique qui est comprimée, soit par une hernie, soit par de l'os sur un canal lombaire étroit. Ça peut être donc cervical, dorsal, lombaire. Et après, donc pour faire simple, tu fais de la place. Voilà, on retire une partie de l'os qui mécaniquement n'intervient pas dans la stabilité ou dans la protection de quoi que ce soit. Et donc on peut le retirer sans qu'il y ait de conséquences. Ça, c'est vraiment un geste de libération parce qu'on travaille autour de structures nerveuses. C'est ça qui est très intéressant et que je trouve génial avec le rachis, c'est qu'on travaille au contact de la moelle épinière en cervical, en dorsale, les racines qui partent de part et d'autre aussi en cervical, et en lombaire, les racines de la queue de cheval aussi. Donc voilà, c'est des structures neurologiques qu'on peut plus ou moins toucher, déplacer en fonction de la localisation. Par exemple, la moelle épinière interdit de pousser la moelle pour aller chercher une hernie. Donc c'est pour ça qu'en cervical, on passe par devant, parce que par derrière, on ne peut pas faire comme on fait en lombaire, où on prend une petite spatule et on pousse le fourreau dural pour aller chercher la hernie. Donc c'est pour ça que c'est très intéressant aussi, c'est qu'en fonction de la localisation, tu ne vas pas avoir du tout les mêmes techniques, parce que tu as le droit de faire des choses à certains endroits que tu n'as pas le droit de faire ailleurs, quoi. Donc voilà, ça c'est les gestes de décompression, de libération. Et après, on a tout ce qui est instrumentation, c'est-à-dire fixation. On va mettre du matériel pour faire soit une ostéosynthèse, soit une arthrodèse. L'ostéosynthèse, c'est la fixation temporaire d'un segment osseux ou d'une articulation, versus une arthrodèse, où ça, c'est définitif. Donc ça, c'est pour tout ce qui est dégénératif, ou quand on a un glissement, une déformation, quelque chose qu'on a besoin de fixer de façon pérenne dans le temps. Et donc ça implique du matériel et une greffe osseuse. On n'a pas d'arthrodèse théoriquement sans apporter un petit peu d'os. Donc souvent, c'est l'os du patient qu'on a pris sur le site parce qu'on a besoin de faire un geste de décompression associé. Mais des fois, ça peut être de l'os de banque ou de l'os de synthèse. C'est plus rare. Mais voilà. Donc, il y a les chirurgies non instrumentées, décompression des structures neurologiques, et chirurgie instrumentée avec mise en place de matériel pour une fixation soit temporaire, soit définitive de la zone incriminée dans les... C'est carré. Et avant d'en arriver là, moi j'aimerais bien avoir ta vision de qu'est-ce qui se passe quand un patient a mal au dos. Alors évidemment, ça va dépendre des pathologies, etc. Mais toi, comment tu visualises ça en tant que chirurgienne?
sur qu'est-ce qui fait qu'un patient va avoir mal au dos sur une hernie discale, sur un canal lombaire étroit, etc. Alors, c'est très important de comprendre ça parce que, en effet, souvent les patients vont aller voir un spécialiste en étant persuadés qu'ils ont mal au dos à cause de quelque chose qui a été vu à l'imagerie. Alors que très souvent, en fait, un patient qui a mal au dos, c'est un patient qui est déconditionné à l'effort, qui a une petite discopathie éventuellement, et qui a surtout des mauvaises postures, et qui fait pas de sport, et qui travaille pas son gainage, son renfort, etc. En gros, tout ça pour dire que, par exemple, quelqu'un qui a une hernie discale, il n'a pas forcément des raisons d'avoir mal au dos. Parce que ce qui fait mal dans la hernie, c'est le conflit entre le bout de disque et la racine nerveuse. Donc ça peut donner une douleur dans la jambe, sciatique, cruralgie, en fonction de la localisation. Ce qui fait mal, c'est le fait que le disque, en effet, soit abîmé et donne une hernie. Donc c'est plutôt la discopathie qui va faire mal. Mais être capable de dire tel patient, il a une discopathie, il va avoir mal, c'est impossible, en fait, de corréler une image à juste le patient a mal au dos. Pourquoi ? Parce que plein de fois, on va avoir des gens qui vont venir avec des douleurs lombaires très intenses, chroniques, et qui ont strictement rien de grave à l'imagerie, ou un disque un petit peu abîmé, un petit peu déshydraté et qui a perdu de la hauteur, mais qui n'est pas inflammatoire, qui n'est pas sur une cause directe de douleur lombaire. Et donc c'est que moi j'ai quand même beaucoup de patients qui viennent me voir, même adressés par les médecins traitants, pour des douleurs lombaires chroniques, alors qu'il n'y a pas grand-chose. Ou alors sur l'IRM, ils ont trouvé une petite hernie discale, mais qui n'est pas du tout compatible avec un conflit entre le disque et la racine, qui donne une sciatique ou une cruralgie, et qui n'est pas du tout une cause de sa douleur lombaire. Enfin, c'est un peu intriqué forcément, parce que le disque est un peu abîmé, mais souvent c'est tout ce qu'il y a autour de mauvaise posture, des muscles qui sont inexistants ou très faibles. Pareil, la ceinture abdominale très faible, un patient qui se tient bien et qui a pas mal au dos, il est aussi bien musclé, mais c'est pas à toi que je vais apprendre ça, du bas du dos que des abdos, quoi. Ouais. Et on a souvent des gens aussi forcément surpoids, obésité, où ça aggrave carrément le truc, et qui du coup ont des mauvaises postures. Tu rajoutes ça à un travail qui nécessite beaucoup d'utiliser son dos ou des postures particulières, et en effet tu peux rentrer dans des lombalgies chroniques sans qu'il y ait vraiment une cause chirurgicale à dire bah oui, je sais que si je vous opère de ça, vous aurez plus mal au dos. Ça, c'est très rare. Et j'en profite pour dire que des chirurgies d'arthrodèse lombaire, c'est-à-dire fixer un niveau de façon définitive, c'est extrêmement rare de le faire dans le cadre de lombalgie chronique, d'accord ? Parce que c'est un truc qui marche très mal. Parce que souvent, il n'y a pas qu'un niveau qui est abîmé, c'est un ensemble de niveaux, plusieurs disques, un peu d'arthrose, un peu de trucs, et donc on a des résultats, quand on n'a pas la bonne indication, qui sont très mauvais. La bonne indication on opère quelqu'un du bas du dos d'une arthrodèse, c'est soit il a un glissement de vertèbre, spondylolisthésis, qui est mobile, donc là la question ne se pose pas trop, soit il a éventuellement une discopathie inflammatoire, donc ça c'est très typique, on a des images très typiques, qui résistent au traitement médicamenteux bien conduit sur plusieurs mois, d'accord ? Et là-dedans, il y a des séances de kiné, mais de la vraie rééducation, voilà, ça on aura l'occasion d'en reparler je pense, parce que ça peut régler beaucoup de problèmes de lombalgie chronique qui peuvent au fur et à mesure s'améliorer, surtout si on n'a pas de discopathie inflammatoire qui nécessite de vraiment fixer cette zone-là. Ok, je trouve ça trop cool ce que tu racontes parce que, alors, je vais mettre un petit disclaimer avant d'aller plus loin. Évidemment, on va pas généraliser et il y a autant de bons et de mauvais chirurgiens que de bons et de mauvais kinés et que de bons et de mauvais de ce que vous voulez. Mais c'est vrai que dans l'image que j'ai quand même pas mal et que surtout les patients me font des chirurgiens, c'est un peu ce côté ah là là, il m'a dit que j'avais mal au dos parce que j'avais le dos d'une personne de 70 ans, il voulait absolument m'opérer, etc. Donc je dis pas que tous les chirurgiens disent ça, etc. Mais du coup, je trouve que ton discours, il est cool parce que, en tout cas, il est en adéquation avec ma vision du corps, etc. Et par contre, c'est intéressant parce que c'est vrai que j'avais jamais fait ce lien qui est que, en fait, quand ça fait très longtemps que tu as mal au dos, mais tu vois, pas j'ai un mal à 9 sur 10, en effet, si tu peux pas te lever de ton lit, là on est peut-être dans une urgence, mais genre juste un truc, un 4, 5 sur 10 depuis 2 ans et tu peux toujours pas reprendre le sport, mais on sait pas vraiment pourquoi, bah l'opération n'est peut-être pas le meilleur des éléments. Et nous, en tant que kiné, on a un peu cette vision-là aussi. Pourquoi ? Parce qu'on sait que quand tu as mal depuis 2 ans au niveau de ton dos, c'est pas que ton dos le problème, c'est que de toute façon tu vas avoir une sensibilisation au niveau de ton cerveau qui fait que même si on enlève le truc qui t'embête au niveau de ton dos, c'est quasiment sûr que ton cerveau il va continuer de rester allumé parce que ça fait 2 ans qu'il est allumé. Et c'est vrai que
je trouve ça cool que tu aies ce discours et j'y avais pas trop pensé parce que des fois, je suis en échec avec des patients, j'arrive pas à soigner tout le monde et des fois je me dis bon bah écoute peut-être que lui il faudrait l'opérer, mais en fait non, c'est vrai que tu viens de me rouvrir les yeux sur un truc dans lequel il faut pas tomber, genre bon bah essaye ça, on verra bien, peut-être que ça va marcher, parce que t'as essayé un truc qui marche pas. Non, un traitement chirurgical, ouais, c'est soit parce qu'il y a une urgence, soit un défaut mécanique, le spondylo, donc en effet une vertèbre qui va plonger vers l'avant parce qu'il va y avoir des éléments qui ne la tiennent plus pour diverses raisons et donc là on va la refixer. Et, tu l'as précisé, un état inflammatoire chronique qui peut être soit dû peut-être à une maladie, soit juste à un moment donné, là je l'ai aussi des fois avec des patients, où l'infiltration, on essaie de la retarder, mais des fois elle fait du bien parce que tu as une inflammation qu'on n'arrive pas à faire passer, quoi. Ouais, tout à fait. Mais ça, c'est très important d'avoir en chirurgie du rachis, vraiment, moi je dis tout le temps à mes patients, la chirurgie c'est le dernier recours, sauf cas d'urgence, bien sûr. Ouais. Mais il y a plein d'autres thérapeutiques avant qui peuvent être efficaces et il faut être sûr qu'on a la bonne indication pour la bonne chirurgie. Voilà. Et donc, nous, c'est assez bien détaillé, hein. On a vraiment des indications. Et après, il faut être capable de bien examiner le patient, de savoir quel est son symptôme, qu'est-ce qui cause ce symptôme, etc. etc. Moi, souvent, j'ai des patients qui arrivent, je leur demande bonjour, dites-moi ce qui vous amène à consulter. Ils me sortent une IRM. Et donc, je ne veux pas voir votre IRM, je veux savoir quels sont vos symptômes, depuis combien de temps, voilà. Parce qu'il y a malheureusement beaucoup d'examens qui sont faits plus ou moins à bon escient, hein, pour essayer de comprendre pourquoi les gens ont telle ou telle douleur. Mais souvent, ils vont voir hernie discale, j'ai mal au dos, c'est à cause de cette hernie discale, il faut opérer cette hernie discale. Alors que non. Pas du tout. Voilà. Moi, les patients que j'opère d'une hernie discale, c'est un patient qui a une sciatique ou une cruralgie. Parce que c'est ça qu'on va retirer en retirant la hernie. C'est le conflit entre le bout de disque et la racine nerveuse. D'accord ? Donc, si c'est que, entre guillemets, des douleurs lombaires, c'est pas une chirurgie qui va améliorer ça du tout. Ça, c'est un truc hyper important. Et donc, c'est pour ça que c'est très important de comprendre le symptôme du patient et après faire le lien avec la cause de ce symptôme. Et s'il faut, après proposer des différentes solutions. Et en dernier recours, sauf cas d'urgence encore une fois, la chirurgie. Ça, c'est un parcours qui, si il est bien fait, permet de sélectionner les bons patients avec les bonnes indications et faire des chirurgies qui marchent. Parce que surtout au niveau du dos, c'est pas des chirurgies anodines. Comme je disais, on travaille au contact des racines nerveuses. Même si c'est quelque chose qui, techniquement, n'est pas très compliqué pour nous et qu'on fait tous les jours, il y a toujours des risques de complications et qui peuvent être assez importantes. On peut avoir des déficits neurologiques, on peut avoir des hématorachies qui viennent comprimer les racines nerveuses. Donc voilà, c'est... alors, faut pas pour autant se dire on n'opère jamais, c'est trop dangereux. Non, bien sûr que non. Mais c'est pour ça qu'il faut bien peser le pour et le contre et que c'est dans le cadre d'indications très précises, avec un résultat escompté qui est positif pour le patient, que là, on va aller sur une chirurgie. Okay. Et est-ce que tu as des patients qui viennent te voir en disant je préfère me faire opérer pour que ce soit plus vite réglé? Alors oui. C'est un peu genre de la manière que moi ils veulent se faire masser et pas faire leurs exos. Parce que toi, je dis vas-y, opère-moi, comme ça mon mal de dos il est réglé et j'ai pas à faire 30 séances de kiné. Ouais, malheureusement il y a beaucoup de gens comme ça. Mais il y en a beaucoup, tu vois. Ouais. Alors après, dans certains cas, ça peut se comprendre, dans le sens où quand on a une compression neurologique trop longue, on peut avoir des douleurs neuropathiques séquelaires. Donc c'est pour ça que nous non plus, on n'est pas très favorable à quelque chose qui dure trop longtemps. Et quand je dis trop longtemps, c'est sur 1 an, tu vois. Alors, la personne qui a mal sur une hernie discale depuis 3 semaines, qui a aucun déficit, qui a une douleur qui est entre guillemets contrôlée avec des antalgiques plus ou moins forts certes, mais voilà, il y en a en effet qui disent non mais je veux que ce soit réglé une bonne fois pour toutes, opérez-moi, voilà, j'ai pas envie de faire les séances de kiné, de faire éventuellement une infiltration et de voir en quelques semaines si ça s'améliore. Donc après, c'est à l'estimation du chirurgien, quoi. C'est à lui de dire si vraiment le patient veut ça, qu'il y a une hernie qui est vraiment très claire, on peut toujours entre guillemets accepter. Mais moi, c'est pas comme ça que je travaille. J'essaye comme je disais, de tout faire en termes de traitement médical avant. Notre durée où on se dit vraiment le minimum où on peut essayer un traitement médical, c'est au moins 6 semaines, ce genre de pathologie. Donc pendant 6 semaines, sauf douleur très intense, patient qui est hyperalgique ou déficit, c'est ça nos critères de gravité et d'urgence, et on a le temps d'essayer tout ça. Et moi, personnellement, en plus, j'insiste vraiment pour que tous les patients que je finisse par opérer aient au moins fait une dizaine de séances de kiné efficaces, et qu'ils soient sûrs qu'il n'y a rien qui les a améliorés, quoi. Moi, c'est vraiment important, peu importe les pathologies, parce que même si ça ne règle pas le problème, ça va permettre de partir sur un capital musculaire
qui est bien. C'est-à-dire quelqu'un qui a on fait pareil pour les genoux, c'est-à-dire avant de faire un croisé, d'opérer quelqu'un d'un ligament croisé pour une rupture, on va le rééduquer à mort pour qu'il parte avec un quadriceps béton et qu'il ne perde pas trop pour sa rééducation. En termes de rachis, c'est pareil. Moi, je préfère avoir un patient qui a essayé de faire bien de la kiné, alors d'abord des étirements, des choses peut-être plus douces s'il est en phase aiguë et très douloureuse, mais aussi du renfort ou travailler les postures, savoir comment est-ce qu'on fait pour ramasser quelque chose de la bonne façon, en essayant d'optimiser chaque mouvement qu'on peut faire pour essayer d'économiser son dos. Ça, si le patient il le fait déjà avant une éventuelle chirurgie, c'est du temps gagné sur la rééducation post-opératoire et toutes les consignes post-opératoires. Donc moi, je trouve ça hyper important d'avoir ce temps de prise en charge médicale et rééducative avant une éventuelle chirurgie. Mais donc, parce que le chirurgien est quand même plutôt en fin de parcours en théorie dans le traitement de soins de manière générale sur une douleur, sauf une fois encore s'il y a urgence. Mais est-ce qu'il y a des mythes? Donc tu nous as expliqué qu'il y avait le côté neurologique, donc quand vraiment il y a un nerf qui est comprimé, donc avec une vraie douleur dans la jambe qui descend, etc. Et d'autres signes associés. Là, il y aurait quand même des fois où il faudrait pas trop tarder. Ouais. Il y en aurait d'autres, à part le nerf comprimé, qui pourraient faire ça ou pas spécialement? Non, c'est vraiment ça. Alors, il y a aussi la moelle épinière comprimée. Ça donc donne... Sur les étages plus hauts. Ouais, les étages plus hauts, donc cervical ou dorsal. Ça, c'est vraiment plus insidieux parce que malheureusement, les symptômes, ils apparaissent qu'à un stade évolué. C'est-à-dire quand la compression a déjà entraîné une myélopathie, c'est-à-dire une atteinte de la moelle. Et donc là, c'est sûr que c'est quelque chose qui évolue depuis souvent plusieurs années et les symptômes finissent par apparaître. Et là, il n'y a pas forcément d'urgence absolue, mais si on sait qu'il y a déjà une lésion neurologique qui entraîne des symptômes, il vaut mieux aller assez rapidement sur une prise en charge chirurgicale pour pas que ça continue à se détériorer. Et le problème avec la moelle épinière, c'est qu'une fois qu'elle est abîmée, on ne revient pas en arrière, quoi. Une fois qu'il y a une myélopathie à cause de la compression, on ne peut pas réparer ça. On peut lever la compression pour que ça ne s'aggrave pas et faire de la rééducation pour essayer de récupérer sur ce qu'on peut, mais on ne peut pas revenir en arrière. Donc c'est aussi un cas où... Pour les gens qui nous écoutent, pour refaire un choix d'anatomie, c'est pour faire simple, la moelle épinière, c'est un prolongement donc, du cerveau qui descend le long de la colonne vertébrale. Donc quand on est sur les premiers étages, cervical, thoracique, on est en lien directement avec la moelle épinière. Et puis ensuite, on a ce qu'on appelle les ramifications de la queue de cheval. Donc en fait, c'est T12, si je dis pas de bêtises. En dessous, à partir de L2, ouais. À partir donc, de la deuxième lombaire, vous n'avez plus de moelle épinière, mais vous avez plutôt à chaque fois les racines nerveuses en lien directement. Donc c'est ça dont on est en train de parler. Et donc pour les lombaires, en général, quand il y a un disque qui appuie, c'est sur le nerf. Là où quand c'est plutôt cervical, thoracique, plus rare, mais ça doit arriver, c'est directement sur la moelle épinière. Et donc là, les conséquences sont plus importantes. Voilà. Mais en tous les cas, ça reste le tissu neurologique où là, il peut y avoir... on va éviter d'attendre trop longtemps. Ouais, c'est ça. En lombaire, sur une hernie discale qui donne des sciatiques ou des cruralgies, on peut se permettre d'attendre plusieurs mois sans qu'il y ait forcément des douleurs neuropathiques séquelaires. Les douleurs neuropathiques, c'est des douleurs en lien avec l'impression de compression du nerf qui va persister. Et ça, c'est des trucs qu'on comprend plutôt bien maintenant, mais pour lesquels on n'a pas trop de thérapeutiques qui fonctionnent bien. Alors, s'il y a des stimulations médulaires, après on part dans des trucs un peu techniques et touchy, plutôt côté... neurochirurgie et traitement de la douleur, mais voilà, on n'a pas trop d'efficacité sur ces douleurs neuropathiques. Donc c'est pour ça qu'on dit aussi qu'il ne faut pas non plus trop traîner. Moi j'ai un exemple d'une patiente que je suis depuis bien 6 mois maintenant, qui a vraiment une grosse hernie, parce qu'il y a des petites hernies qui compriment un peu, et elle a une grosse hernie qui appuie vraiment, mais elle va mieux avec des séances de kiné et des infiltrations. Donc j'ai dû lui faire déjà 3 infiltrations, et à chaque fois, elle revient en me disant ça y est, ça revient, j'ai la douleur qui est de plus en plus gênante, etc., etc. Et donc, la dernière fois que je lui ai vu, j'ai calculé, je dis ça fait 6 mois. En gros, on va se laisser encore une dernière infiltration, mais après, il faudrait vraiment plutôt envisager une chirurgie pour limiter le risque de chronicisation de la douleur avec ces douleurs neuropathiques. Après, c'est pas une science exacte, on n'est pas jamais plus de 6 mois, jamais plus d'1 an, etc. Oui, il n'y a pas de date ou de trucs vraiment... Voilà, exactement. Mais c'est les cas aussi où on se dit qu'il faut plutôt aller sur une chirurgie, c'est quand ça traîne, et qu'on veut limiter le risque de douleur neuropathique. Et ça, c'est le patient qui décide aussi. Et là, j'ai une question un peu dure. Je vais redire qu'il y a des très bons et des très mauvais kinés comme partout. Mais toi, quand un patient n'évolue pas, par exemple, ta patiente là en question, comment tu sais si elle évolue pas parce que la kiné n'est pas efficace, ou comment tu sais si elle est face à un kiné qui est nul? Déjà parce que j'ai contacté le kiné. Ok, est-ce que t'es nul? Non, mais en fait, lui, le kiné m'avait fait un super courrier en détaillant bien. Déjà, quand t'as un courrier détaillé, c'est plutôt bon signe. Voilà, déjà, c'est super. Je lui avais renvoyé un petit mail en lui expliquant la situation, tout ça. Alors, premièrement, c'est la communication avec le kiné, c'est super. Ça, tu le fais systématiquement ou non, je fais... Quand j'ai un doute ou quand j'ai quelque chose de très précis
que je veux demander au kiné ou sur un cas qui traîne un petit peu, où je veux son appréciation. Ça m'arrive de le faire. Donc, premièrement, c'est la communication. Et deuxièmement, moi, je demande aux patients qu'est-ce que vous faites en kiné, quoi. Et on le voit assez vite. Ceux qui nous disent j'ai pas eu de séance d'évaluation, classique. On connaît tous les trucs. Voilà. Et c'est pas pour stigmatiser. Tout seul avec du chaud, voilà, c'est ça. Du vélo. Exactement. Okay. Donc, moi, ça, les patients sont assez facilement capables de me décrire leur séance. Il y a un truc aussi qui est important, c'est je leur demande est-ce que vous avez eu des exercices à faire à la maison, travail d'étirement, de posture, des choses que vous pouvez faire même au boulot, parce que souvent, c'est des patients qui essaient de travailler aussi à côté. Et donc, j'insiste sur mes ordonnances en demandant apprentissage des auto-exercices qui peuvent être faits et tout ça, et notamment pour que les gens qui essayent de continuer à travailler sachent quoi faire pendant 10 minutes, dès qu'ils peuvent, faire une petite pause, faire des étirements, faire des trucs. Donc ça, s'il y a un kiné qui prend bien le temps aussi d'expliquer ça, je me dis que c'est une kiné qui est bien efficace, qui a été bien faite, avec des exercices cohérents et surtout en lien avec la nécessité de travailler tout le temps, en fait. Et certes, il y a les séances de kiné, mais il y a aussi des exercices à faire à la maison, des trucs, tout le boulot que vous faites pour la plupart très bien. Et par rapport à ça, est-ce que tu as une idée de ce que ferait concrètement un kiné, par exemple, sur un canal lombaire étroit ? Alors, j'en avais discuté avec un ami kiné, justement, qui m'a détaillé, lui, un peu comment il faisait. Alors, il bosse un peu avec la technique Mackenzie, donc il m'a expliqué un peu la technique Mackenzie. J'avais eu quelques bases comme ça quand j'étais étudiante, mais il m'a expliqué bien ça. Et en effet, tous les types d'exercices après qu'il peut travailler. Et lui, il me disait qu'il faisait pas tout le temps Mackenzie, il essayait d'abord des techniques un peu plus standards, d'étirement, de renforcement, de kiné standard, entre guillemets. Et que s'il était un peu en échec, il partait un peu sur la technique Mackenzie. Mais après, il m'a bien dit, ça dépend des kinés, ça dépend des formations de chacun, tout ça. Et il m'avait montré un peu tous les exercices qu'il donnait aux patients. Il avait surtout, lui, insisté sur le fait que il y avait cette évaluation au début, très importante, et que il se basait beaucoup sur des séances d'évaluation et qu'il refaisait des exercices au fur et à mesure pour voir l'évolution du patient. Donc moi, ça me paraissait cohérent en rapport avec ce que je demande en termes de entre guillemets de consignes sur la kiné. Nous, c'est assez sommaire, on vous fait confiance, moi je mets étirement des muscles sous-pelviens, renforcement des abdominaux, des chaînes postérieures, tout ça, et aussi travail de la souplesse des ischios, enfin tout, on a tous les trucs que vous faites, je pense, et qui de toute façon, je vais parler en mon nom, mais je pense que beaucoup de kinés se reconnaîtront. En vrai, on lit pas trop les ordonnances. Mais oui, bien sûr. On regarde ce qui a marqué rééducation de 1 ou 2 jambes, le nombre de séances, la date, le numéro finesse. Mais c'est normal, et on vous fait confiance. Enfin, moi, c'est normal. Et, sauf sur des rééducations très particulières. Je prends l'exemple encore du ligament croisé, où des fois, il y a des protocoles vraiment particuliers. Globalement, sur le dos, c'est beaucoup plus libre, entre guillemets. Mais par contre, j'aime bien avoir un retour du patient sur qu'est-ce qu'il vous fait faire concrètement et être sûr que c'est un minimum cohérent avec ce que nous, on aimerait avoir. Oui, il faut encore que juste le patient soit pas laissé seul à l'abandon et qu'il ait des choses qui puissent permettre de faire perdurer un peu les bénéfices en dehors des consultes de kiné. Exactement. Parce que tu vois ton kiné 2 fois une demi-heure par rapport à 7 fois 24 heures dans la semaine, c'est vrai que l'effet de ce que tu fais peut être quand même super limité. Tout à fait. Et tu vois, là, je te parlais du canal lombaire étroit parce que je trouve que ça reste quand même une des pathologies où en kiné on est limité. Pour ceux qui savent pas, un canal lombaire étroit, c'est juste en fait la taille du canal où passe la moelle dont on parlait, qui se rétrécit progressivement. Et en tout cas, à titre personnel au cabinet, c'est peut-être le genre de douleur de dos où je me trouve le plus limité. Tu vois pourquoi ? Parce qu'en fait, le canal, il a rétréci de taille. Et nous, avec nos mains, on peut pas spécialement changer ça. Là où vous, avec vos outils, vous pourrez agrandir un peu plus le canal. Là où, tu vois, par exemple, sur un spondylolisthésis, donc ce qu'on disait tout à l'heure, le fait que la vertèbre, elle plonge, là, une fois encore, il y a une modification de la forme qui fait qu'on est aussi limité. Et là où la hernie discale, c'est encore différent. Et est-ce que pour vous, tu vois... à chacune des pathologies, il y a des traitements très spécifiques différents ou est-ce que c'est juste moi, dans ma vision, une fois encore, je sais que ces tableaux cliniques, en théorie, répondent tous à des modèles d'exercices et de mouvements différents. Ça, c'est une vision que vous avez aussi ou pas trop ? Si, un petit peu, dans le sens où on sait très bien qu'un canal lombaire étroit, le rôle du kiné va être limité,
très clairement. Moi, je le prescris souvent pour préparer la chirurgie, encore une fois, pour avoir des bons muscles et une bonne souplesse, pour gagner du temps sur le post-opératoire, et aussi pour éventuellement travailler tout ce qui est problème de proprioception associé ou de faiblesse musculaire qui commence à apparaître, plutôt périphérique, quoi, pas forcément en lien avec une racine comprimée ou un truc particulier. Donc je sais que ça va être plutôt global et pas forcément avoir un résultat à attendre des séances de kiné dans ce cadre-là. Par contre, le spondylo, comme tu disais, ça, moi j'ai vu un nombre incalculable de patients qui avaient arrêté le sport, arrêté la kiné, qui avaient mal au dos, qui étaient hyper mal, avec des radiculalgies, c'est-à-dire des sciatiques qui commençaient à apparaître, qui ont repris les séances de kiné, repris le sport et plus rien. Donc ça, franchement, c'est magique. Et on comprend, parce que le spondylo, c'est la vertèbre qui glisse. Si on a des bons muscles qui évitent que ce glissement se fasse ou que ces micro-mobilités se fassent, ça va aller beaucoup mieux. Pareil, une bonne souplesse qui va permettre de moins mettre en tension la zone quand on fait un effort ou quoi que ce soit. C'est vachement efficace. Et ça, là, je sais que la kiné, je compte beaucoup là-dessus. La hernie, c'est pareil, parce que ça, c'est un mécanisme, je pense que nous, chirurgiens, on comprend pas trop, mais de travailler un peu en étirement, de mettre moins de poids sur le disque, ça a prouvé une efficacité pour attendre que cette hernie, elle finisse par se résorber. Parce que c'est ça qu'il faut rappeler, c'est qu'une hernie, normalement, ça finit par se résorber tout seul. La question, c'est en combien de temps. Si ça met 6 mois et que le patient a des douleurs atroces, bien sûr qu'on va pas attendre les 6 mois. Mais des fois, ça peut mettre 1 an s'il faut, mais si les douleurs sont tolérables, que la kiné aide, que s'il y a des infiltrations aussi qui sont efficaces, on peut se permettre d'attendre, et ça peut suffire pour qu'au bout d'un an, il n'y ait plus de hernie, qu'elle ait régressé, qu'elle soit plus conflictuelle avec la racine, et qu'on laisse tranquille le patient et qu'on évite de l'opérer, quoi. Oui, parce que comme tu le dis, ce qui est compliqué, c'est que on voit une hernie à l'imagerie, mais à quel point c'est vraiment cette hernie qui recrée les symptômes de nos patients. Et c'est pour ça que des fois, moi, les patients, ils me demandent est-ce que je dois faire une IRM de contrôle ? En fait, si tu n'as plus de douleur, exactement. Il faut parier que soit c'était vraiment la hernie qui t'embêtait, et donc la hernie ne sera plus là, soit tu avais une douleur, il y avait une hernie, mais il n'y avait pas de rapport, et aujourd'hui, il n'y a plus mal, et il y a peut-être encore l'hernie. Et si tu le vois, tu risques de flipper, et tu risques de dire j'ai encore l'hernie, donc il ne faut pas que je me penche en avant. Non, ça, c'est hyper important de dire que c'est le symptôme qui est le plus important à évaluer. Et moi, plein de fois, je dis aux patients, je m'en fous de votre IRM, comment vous allez, vous Parce que ça arrive qu'ils reviennent avec une IRM de contrôle, mon médecin m'a refait faire une IRM, on voulait voir si ça avait régressé. Et en fait, il me dit, j'ai plus mal. Je m'en fous de votre IRM, parce que si on voit la hernie, vous allez flipper, en effet, comme tu dis, vous allez penser que au moins de mouvement, vous risquez de vous refaire mal et tout, alors que c'est pas forcément le cas, et c'est avant tout les symptômes et l'évolution des symptômes qui est hyper importante. Ok. Et les patients que tu vois au cabinet, est-ce que tu verrais un point commun de choses qu'ils font ou de choses qu'ils ne font pas qui peut expliquer que comme on disait, tu as quand même plutôt des patients en fin de parcours, donc soit des patients douloureux depuis longtemps, soit des patients très douloureux en intensité. Est-ce que tu verrais un dénominateur commun, comme on pourrait voir que tous ceux qui ont un cancer du poumon, il y en a beaucoup qui fument, même si on sait bien que c'est pas aussi blanc et noir, mais dans ton constat de terrain, est-ce que tu aurais des choses qui ressortiraient ? Assez souvent, c'est le fait d'être inactif, ou d'avoir arrêté une activité. Des gens, on a eu beaucoup ça après le Covid. Plein de gens qui sont venus nous voir, depuis le Covid, j'ai arrêté de faire telle ou telle activité, où je marchais beaucoup, et j'ai arrêté, et depuis j'ai mal au dos. Ça, c'est très fréquent. Ensuite, il y a les prises de poids. Ça, c'est vachement important aussi. On imagine assez bien que plus il y a de poids à mettre sur les disques, et plus c'est contraignant, et ça peut entraîner des soucis. Prise de poids, juste pour qu'on se rende compte, tu parles de combien de kilos ? Parce que ça, des fois, j'ai des patients... j'ai pris 2 kilos. Non, mais justement, toi, tu considérais que c'est à partir de combien ? À partir de 10 kilos. Une dizaine de kilos. À partir de 10 kilos, c'est sûr. Et en combien de temps ? Je trouve que cet élément il est important aussi. Plus ça va vite, plus c'est embêtant, bien sûr. Mais après, ça peut aussi être justement au fur et à mesure, moins d'exercice, plus de poids, et les douleurs qui rentrent un peu dans un cercle vicieux, un peu chronique. Donc ça, et puis les gens qui faisaient régulièrement des exercices d'auto-entretien ou de renforcement musculaire et qui ont arrêté. Voilà, c'est toujours ce schéma-là où en effet, ça peut recréer ou réactiver des douleurs lombaires surtout, et cervicales. Les cervicales aussi, c'est ça. Et les cervicales, c'est terrible aussi, c'est le téléphone, la position comme ça.
ça met énormément de contraintes sur les disques et on a Alors ça, beaucoup plus de ça, discopathie. c'est pas un truc que tu remarques parce que j'imagine que tu demandes pas aux gens combien d'heures par jour vous passez sur Non, le mais téléphone. tu le vois en fait. Enfin, moi, c'est un truc, c'est vraiment, je vois les gens en consultation arriver et avoir des postures plus ou moins où tu sens que ça va pas, quoi. Qui sont... Alors après, souvent, ils sont en phase douloureuse aussi, donc ils prennent une position antalgique, voilà, ça joue un petit peu aussi. Mais puis c'est lié aussi à leur métier aussi. Assez souvent, je leur demande ce qu'ils font et quand ils ont un travail soit de bureau ou soit où ils sont beaucoup penchés vers l'avant avec notion de nécessité de lire ou de faire des choses comme ça, tu sais que ça participe vraiment aux douleurs, à l'aggravation des douleurs, quoi. Tu vois, c'est intéressant parce que j'ai pas d'opinion là-dessus sur à quel point est-ce que c'est le fait d'être beaucoup sur son téléphone qui fait qu'on va avoir des douleurs cervicales, ou alors est-ce que c'est parce qu'on est beaucoup sur son téléphone que du coup on a un mode de vie sédentaire et que du coup on a des douleurs. Tu vois, j'ai fait une vidéo par exemple où on disait qu'on voyait un lien entre le fait de regarder les écrans avant de dormir et le fait d'avoir du mal à dormir. Mais en fait, est-ce que c'est le fait de regarder ton téléphone ou alors est-ce que c'est que généralement sur ton téléphone, tu regardes des trucs qui vont un peu t'exciter, te stimuler, tu vois. Et je me demande ça parce que je sais qu'il y a des études où ils font des analyses un peu des contraintes cervicales vraiment en position droite, en position de tête penchée. Et un peu pareil sur le bas du dos où pendant longtemps on disait ne vous penchez pas en avant pour faire vos lacets. Et au final, en tout cas nous les kinés, on y est un peu revenus en disant en vrai sur les charges légères vous pouvez y aller, même le dos rond c'est pas très grave. Et tu vois, j'aurais tendance des fois à me dire si ça se trouve on se trompe, c'est juste que je sais pas, on a quasiment le même âge toi et moi, mais nous quand on était gamin on passait notre temps dehors, enfin je pense que toi c'est pareil, tu vois, on passait notre temps là où aujourd'hui ils vont plus jouer à la PlayStation ou passer du temps sur leur téléphone. Et ils ont plus de douleur. Mais est-ce que c'est parce qu'ils sont sur le téléphone ou est-ce que c'est parce qu'ils sont moins en train de faire les fous dehors comme on le faisait? Ouais, c'est sûr que c'est difficile de faire la part des choses entre les deux. Après, moi, j'ai à titre personnel une expérience vis-à-vis de ça, c'est que tous les jours quand j'opère, je suis tête penchée. Je règle pas bien ma table, je devrais mettre plus haut, mais bref. Quand j'ai fini une grosse journée où j'ai opéré pendant 5-6 heures, j'ai des douleurs cervicales à chaque fois. Tu vois. Et je sais que si j'ai une journée où je vais être face au patient, tranquillement, je fais gaffe, du coup, je travaille mes postures, j'essaye d'être vraiment tête haute, machin. Zéro douleur. Donc on là, embrasse tous nos amis dentistes qui ont une vie pourrie là-dessus, les pauvres. À chaque fois, ils sont dentistes au cabinet, je sais déjà pourquoi ils viennent me voir avant même qu'ils passent la porte. Ça c'est sûr. Mais en effet, donc, là, tu vois, moi, j'ai direct une relation de cause à effet où quand je suis penchée la tête vers l'avant, très longtemps dans la journée, je vais avoir des douleurs cervicales, quoi. Et je sais comment faire pour ne pas en avoir. Et que si je change ça, entre chaque intervention, je vais aller m'étirer, je vais faire attention à travailler les postures, voilà. Et bon, ça marche. Après, je suis encore jeune, peut-être que dans 15 ans, j'aurai besoin de mes collègues. Voilà. Mais donc, je pense qu'il y a quand même un lien avec cette posture-là, ça c'est sûr. Et depuis, moi, je fais vraiment gaffe quand j'ai mon téléphone, j'essaie de le mettre le plus haut possible. Après, oui, il faudrait vraiment regarder les études biomécaniques qui ont été faites là-dessus pour pouvoir le dire. Mais dans mes souvenirs, nous, de ce qu'on nous a appris, notamment, j'ai fait un DU de chirurgie du rachis, on avait un cours un peu spécifique là-dessus. En termes juste biomécaniques, tu as quand même beaucoup plus de contraintes. Après, est-ce que c'est ça qui crée les douleurs? Est-ce que, peut-être que c'est pas encore totalement... Voilà. Mais oui, je pense que c'est sûr. Il y a aussi le fait qu'en effet, du coup, les gens sont plus sédentaires, font moins de choses, etc. Et justement, par rapport aux professions, est-ce que tu vois un lien? Parce que j'avais vu une étude que j'avais trouvée oufissime sur les jumeaux, je sais pas si ça te parle, où en gros, ils avaient pris des vrais jumeaux et ils avaient fait faire des imageries à des vrais jumeaux, mais surtout qu'il y avait des métiers très différents. Et donc par exemple, ils prenaient à chaque fois un mec qui travaillait dans le bâtiment et un autre qui était journaliste. Tu vois, donc vraiment avec un métier plutôt très sédentaire et un métier plutôt très actif, avec de la charge, de la manutention. Et à 40-50 ans, c'était des gens qui avaient les mêmes imageries. Tu vois, et c'était des vrais jumeaux. Et donc c'est vrai que là tu te dis la part de génétique des fois il y a une part de génétique très importante. Et après le métier. Est-ce que tu retrouves des métiers entre guillemets à risque ou autre chose, ou t'as vraiment de tout? Si. Tout ce qui est apport de charge. Mais en fait c'est surtout quand tu sens que les gens vont pas forcément faire attention à comment ils le font. Typiquement, en effet, les métiers du bâtiment, les mecs qui sont sous pression, il faut que ça aille vite. En fait, il va pas faire gaffe à bien plier les genoux, à faire attention. Le sac de ciment, ça va être à l'arrache, clac, machin. Et en effet, il y a quand même beaucoup de patients qui viennent de ces métiers un peu manuels où moi, je pense que ce qui est vraiment en lien avec le fait que ça dérape vers une pathologie, c'est quand ils prennent pas le temps de faire attention. Parce que tu peux
être déménageur, si tu veux, et jamais avoir de problème de dos. Mais bah oui, ça veut dire qu'il va falloir que tu fasses très attention à comment tu soulèves les charges, à essayer de répartir dans ta journée, à travailler avec des collègues pour pas avoir trop à porter. Enfin, faut le faire intelligemment. Moi, je fais les coussins. Voilà, exactement. Toi, tu feras les pianos. Non, mais pour dire que je pense qu'on peut faire un métier physiquement dur sans forcément avoir des problèmes de dos, de cervical, tout ça. Mais que forcément, quand c'est fait comme beaucoup de gens, en voulant aller vite et en essayant d'être efficace, entre guillemets, et on fait pas forcément attention à soi et à comment on fait les choses. Et là, on prend plus de risques vis-à-vis de son corps, quoi. Ouais. C'est intéressant, tu vois, je fais souvent des interventions en entreprise pour justement parler un peu de tout ça, essayer de sensibiliser les gens. Et pour faire simple, en général, il y a 2 grands types d'entreprises qui font appel à moi. C'est soit des métiers de bureau, soit plutôt des métiers très difficiles. Tu vois, l'autre jour encore, j'étais dans un truc où c'était des cuisinistes, donc toute la journée, ils portaient des énormes plans de travail, etc. Et en fait, moi, ce que je leur dis, c'est que ils ont un mode de vie quasiment de sportif de haut niveau. C'est-à-dire qu'en fait, les contraintes que leur demande leur métier, c'est quand un sportif de haut niveau, c'est de la charge répétée plusieurs heures par jour, etc. Le problème, c'est qu'ils n'ont pas l'hygiène de vie adaptée aux sportifs de haut niveau. Ils n'ont pas le même sommeil, ils n'ont pas la même récup, la même nutrition, la même mobilité, etc. Et que malheureusement, ils n'ont pas le choix, s'ils veulent limiter en tout cas la probabilité de se blesser, parce que c'est que de la probabilité à chaque fois, que d'essayer de tirer sur une hygiène de vie de qualité pour compenser le fait que leur métier soit exigeant. Ouais, c'est exactement ça. Absolument d'accord avec ça. Et ça marche. Je veux dire, il y a des gens qui font des métiers durs, physiques et même de bureau, parce que les métiers de bureau peuvent entraîner des troubles musculo-squelettiques, on le sait très bien. Et pour ça que je les vois aussi. Mais c'est un autre problème. Eux, c'est plus... eux, ils sont dans le côté on en fait trop, et ils peuvent pas moins en faire dans leur métier. Donc, ils une hygiène de vie. Là où les métiers de bureau, c'est plutôt on en fait pas assez. Et donc, à nous d'essayer de leur montrer comment ils peuvent bouger au travail. Prends l'escalier, fais tes 10 000 pas, etc. Ou fais des petites routines, tu vois, comme toi, entre 2 opérations, de venir essayer de bouger un peu tes cervicales dans l'autre sens, t'étirer, etc. Ouais, exactement. Donc, c'est pas les mêmes patients, mais ils ont tous mal au final. Mais justement, il y a tous ces à côté qu'on peut travailler pour que ça se passe bien et qu'il n'y ait pas forcément de pathologie en lien avec ça. Après, donc oui, la question c'est moi, est-ce que je vois plus de gens qui font de ces métiers un peu durs et qui ont ce genre de pathologie? Statistiquement, oui, un petit peu plus. Ouais. Oui, parce que je pense que les deux ont autant mal au dos, mais peut-être que cela irait peut-être un peu plus à la chirurgie. C'est une hypothèse, peut-être que je me plante, t'en penses quoi? Pas forcément, parce que... Ok, j'arrête. Non, mais ça pourrait s'entendre, mais en fait, finalement, les gens qui ont un métier dur, ils ont une vie dure aussi souvent. Et du coup, ils sont un peu plus durs au mal. Et il faut vraiment qu'ils soient... J'ai l'image du maçon portugais, vraiment c'est cliché, mon Dieu, ce que je suis en train de dire. Mais il sent rien, il a pas mal alors qu'il a le bras ouvert. C'est souvent ça. C'est très rare qu'on finisse par... Enfin, pas très rare, mais au final, ces gens-là sont quand même très résistants. Et il faut vraiment qu'ils arrivent à un stade de non-retour pour pouvoir aller sur une chirurgie. Ou alors parce qu'ils n'arrivent plus à faire leur boulot. Et ils tolèrent la douleur, entre guillemets, mais ils peuvent plus faire leur boulot comme avant. Et ils sont perdus, parce qu'il n'y a pas forcément de possibilité d'adaptation de poste ou quoi que ce soit. Et dans ce cas-là, en effet, la chirurgie peut être une solution pour reprendre leur boulot, même si c'est pas miraculeux, encore une fois. Il faut bien peser le pour et le contre et voir en fonction de ce qu'ils font comme type de travail si la chirurgie permettra quand même de reprendre après. C'est ça qu'il faut voir. Après chirurgie, tu préconises systématiquement de la kiné ou il y a des fois où tu opères et après on y retourne? C'est très rare que je prescrive pas de kiné. En général, il y en a, ne serait-ce que pour rassurer le patient aussi, voir que ça va bien, qu'il va y aller progressivement mais qu'il va pouvoir tout reprendre. Et c'est surtout aussi pour... l'accompagnement sur la reprise des activités, la reprise sportive aussi. Moi, j'aime bien toujours que ce soit encadré par un kiné qui reprenne les choses progressivement et tout. Après, j'ai déjà eu des jeunes, après hernie discale, non, mais ça va aller, docteur, pas de problème, voilà, et qui font pas du tout de kiné et ça se passe très bien. Mais moi, je le recommande à chaque fois, en tout cas. Ouais. Ok, et il y a une pathologie dont on n'a pas encore parlé par rapport au dos, justement, ça lie assez bien la kiné et la chirurgie, c'est la scoliose. C'est un truc où je suis pas trop calé.
parce que je ne me suis pas beaucoup intéressé, que j'ai l'impression qu'on n'y peut pas grand-chose, etc. Ça, c'est un truc que vous opérez aussi, j'imagine. Ouais, Est-ce que déjà, pour commencer cette partie-là, tu pourrais nous définir ce que c'est exactement une scoliose ? Ouais, bien sûr. Alors, une scoliose, c'est une déformation de la colonne dans les 3 plans de l'espace. Donc, il y a une déviation dans le plan frontal, la colonne va partir sur le côté. Dans le plan sagittal, c'est-à-dire que tu vas partir un petit peu soit vers l'avant, soit vers l'arrière. Et surtout, dans le plan axial, avec une rotation. Ce qui définit la scoliose, c'est vraiment qu'il y a une rotation vertébrale, en plus des 2 autres déformations. Donc, cliniquement, ça se voit avec une gibbosité. La gibbosité, c'est la surélévation des côtes liée à la rotation de la vertèbre. Et donc ça, on peut le voir soit en dorsale, soit en lombaire. Donc, pour attester du fait qu'il y ait vraiment une scoliose, il faut cette gibbosité et bien sûr des radios après qui vont nous dire qu'en effet, on a bien la déformation dans les 3 plans de l'espace. La gibbosité, c'est quand le patient se penche en avant et que tu vois qu'en gros, boum, il y a un côté qui se surélève, exactement. On a les côtes un petit peu surélevées. Alors, sur les déformations minimes, les scolioses vraiment débutantes, ça peut ne pas se voir à l'examen clinique. On peut ne pas voir la gibbosité, surtout si le patient est un peu costaud ou on voit pas forcément la petite surélévation. Donc c'est pour ça qu'on demande aussi systématiquement la radio pour voir directement s'il y a bien cette rotation vertébrale et la déformation dans les 2 autres plans. Voilà, c'est vraiment l'association de ces 3 plans qui est importante pour définir la scoliose. Ok. Et en quoi c'est grave ? Alors, une scoliose, c'est rarement grave, vraiment. C'est grave si c'est évolutif et si ça atteint certains angles très marqués. En gros, pour définir une scoliose, nous, on utilise des angles, notamment l'angle de Cobb, qui est défini entre les plateaux supérieurs et inférieurs des vertèbres les plus inclinées sur les déformations. Ça devient un problème quand ça dépasse les 35 degrés en dorsale et 45 degrés en lombaire. Pourquoi c'est un problème ? C'est pour l'avenir, c'est pas pour le moment présent, parce que 75% des scolioses sont des scolioses idiopathiques, donc ça j'y reviendrai après pour donner la différence, qui sont des scolioses qui ne sont pas douloureuses, ou qui n'entraînent pas de douleur. Alors souvent, les patients ont quand même quelques petites douleurs, parce que c'est des troubles posturaux, parce que c'est tout ce qu'on disait avant, de gens qui ont mal au dos pour une autre raison. Théoriquement, une scoliose, ça ne fait pas mal. Sauf si c'est une scoliose secondaire, ça j'en parlerai, c'est-à-dire qu'il y a d'autres causes. Et du coup, pourquoi est-ce qu'on en vient à opérer une scoliose ? C'est parce qu'à l'avenir, on imagine bien qu'un truc tout déformé, qui n'est pas du tout à sa bonne place, ça va mettre plus de contraintes sur les articulations, sur les disques, et ça peut venir à faire des dislocations, c'est-à-dire vraiment des rotations très marquées d'une vertèbre l'une par rapport à l'autre, qui peut aussi venir étirer des racines, comprimer des racines. Donc, le problème, c'est que ça, à 70... enfin même 60-70 ans, ça peut donner des douleurs très très intenses liées à la déformation et à l'usure en fait qui sera plus marquée sur ces vertèbres qui ne sont pas au bon endroit. C'est ouf, je savais pas ça. Donc en fait on n'opère pas une scoliose en disant waouh, il a une rotation de X degrés, il va avoir mal au dos, mais plutôt il va mal vieillir et plus tard on va vraiment galérer, donc on préfère l'opérer maintenant. Exactement. Ok, je savais pas du tout. C'est vraiment pour ça. Alors sauf chez le très jeune où en fait la scoliose dorsale peut entraîner une hypoplasie des poumons. Ça, c'est encore différent. Ça, je l'ai vu en cours, en effet. C'est que chez les jeunes, on va dire sur les scolioses juvéniles ou infantiles, c'est-à-dire vraiment très jeunes, là, on peut opérer en amont, avant ça, pour que la cage thoracique se développe bien et que le patient ait quand même des poumons compétents. Parce que pour ceux qui n'ont pas l'image, c'est que nos poumons sont entourés tout autour de la cage thoracique, des 12 côtes, et donc si la déformation est trop importante, ça peut venir comprimer ou nuire au bon développement de l'organe du poumon pendant la croissance. Exactement. Et donc là, on opère plutôt pour dire alors les poumons auront la place de bien se développer. Voilà, exactement. Ça, c'est le cas très précis des scolioses vraiment avant l'adolescence. Et donc après, pour les scolioses qui, la plupart du temps, se développent à l'adolescence, comme je disais, on a donc les scolioses idiopathiques, c'est les scolioses pour lesquelles on n'a pas de cause vraiment identifié. Alors, il faut savoir qu'en ce moment, on a beaucoup de recherches en cours et qu'on a trouvé un gène qui expliquerait le développement de certaines scolioses. Donc, là, j'ai une collègue et amie qui bosse là-dessus et ça avance très bien. Là, on a mis en évidence un gène. Donc, il y a probablement un facteur génétique qui expliquerait la plupart de ces scolioses. Pourquoi la colonne, elle vrille sur elle-même dans les 3 plans de l'espace. Alors après, il y a des théories biomécaniques, hormonales, etc. Enfin, il y a pas mal de choses qui sont étudiées aussi. Mais a priori, l'hypothèse du gène est quand même assez marquée. Et donc, pour ces scolioses-là, comme je disais, elles font pas mal, normalement. Et c'est vraiment
pour l'avenir et les douleurs à l'avenir qu'on préfère opérer. La bonne période pour opérer ces scolioses-là, c'est à la fin de l'adolescence. Pourquoi ? Parce qu'une scoliose, elle va être très évolutive pendant la croissance. Donc souvent, ça apparaît au début de la croissance, ou alors il y avait déjà une petite scoliose auparavant, mais ça se majore la plupart du temps pendant la croissance. Et c'est justement à ce moment-là qu'on a l'intérêt d'un traitement qui s'appelle le traitement orthopédique avec le corset. Le but du corset, ça va être pendant la période d'évolutivité de la scoliose, donc dans 90% des cas pendant la croissance, de limiter l'évolution. Un corset ne va pas remettre droit, on va peut-être corriger 1 ou 2 degrés, mais on ne va pas remettre droit à la scoliose, mais on va limiter l'évolution de la déformation, et qui peut permettre d'arriver à la fin de la croissance à une scoliose stable, à des angles tout à fait tolérables et qui n'entraîneront pas à l'avenir de douleur. Donc il y a une déformation quand même, qui des fois est même visible, ça peut entraîner un petit inconfort esthétique pour les patients, mais ça c'est absolument pas un argument normalement pour nous, l'esthétique, sauf si on arrive sur des grosses déformations aussi, mais voilà. Et donc dans ce cadre-là, des traitements qui sont bien portés, enfin des corsets bien portés pendant l'adolescence, et on arrive sur une déformation tolérable, et ben il y a a priori plus de douleur à l'avenir, on peut laisser tranquille le patient. On fait quand même une petite surveillance, faut au moins tous les ans, tous les 2 ans refaire une petite radio et s'assurer qu'il n'y a pas d'évolutivité même après, parce qu'une scoliose peut continuer à prendre 1 ou 2 degrés par-ci par-là. Donc si on était à des valeurs un peu limites à la fin de la croissance, faut bien vérifier qu'à 40 ans, on n'arrive pas à un truc où ça devient un petit peu sensible pour l'avenir. Donc par rapport aux 35-45 degrés, ouais, c'est ça. Alors ça dépend du type de scoliose, ça dépend de plein de trucs, mais schématiquement, voilà. Moi j'ai pas des patients qui me disent oui, j'ai une scoliose de 10, 15, 20 degrés. Là, en théorie, ça va, quoi. Ouais, et donc, les patients qui ont comme ça du 15-20 degrés, eux, ils n'ont pas plus de douleur de dos que les autres. Théoriquement, non. Voilà. C'est souvent... le lien a été fait parce que, en effet, le diagnostic est posé, donc on se dit, c'est pour ça qu'il a mal au dos. En fait, non. La plupart du temps, c'est juste des gens qui ont des douleurs pour d'autres causes, mais qu'on connaît bien, qu'on expliquait tout à l'heure. Normalement, la scoliose idiopathique ne fait pas mal. Voilà. Non, mais c'est un peu l'image que j'en avais. Ce qui me manquait comme info, c'était à partir de quand, vraiment, on peut considérer que ça peut être elle qui est la cause de la douleur, mais au final... quasiment jamais. Parce que moi j'ai en tête une patiente avec une déformation monstrueuse, elle était à 70 degrés, que ce soit en dorsale ou en lombaire. 70, mais elle est parée au sol, non? Non, parce que c'est vraiment sur la rotation, plus que le truc. Donc au final, c'était une scoliose équilibrée, c'est-à-dire qu'elle avait presque autant de rotation en lombaire qu'en dorsale. Donc voilà, elle était pas gênée parce que pas trop penchée vers l'avant ou ni vers sur le côté. Et cette dame, elle avait 69 ans, je crois. Elle faisait du yoga, du tai chi, de la course à pied. Elle voulait surtout pas que je touche à sa colonne. Elle était équilibrée dans sa déformation. Voilà, exactement. Et parce qu'elle faisait pas mal d'activités et tout ça, elle a toujours été très active, faire du sport aussi à côté, et elle a jamais eu de douleur. Après, il y a peut-être une cause génétique aussi, machin, tout ce que tu veux, mais comme quoi, il y a des scolioses, même avec des très grandes déformations, qui n'ont pas évolué vers des douleurs. Donc, c'est rare, c'est sûr que globalement, à partir de certains angles, on se dit qu'il y a toujours un moment où il y a un gros risque de développer des douleurs ou des dislocations rotatoires avec des douleurs de nerfs aussi, et c'est pour ça qu'on préfère opérer rapidement, avant, mais voilà, comme quoi ça peut aussi arriver qu'il y ait des grosses déformations qui ne soient pas douloureuses. Ne crée en théorie pas de douleur de dos. Voilà, sauf si c'est des scolioses secondaires à certaines maladies, où là, en général, c'est un indicateur qui doit nous faire chercher d'autres maladies, une scoliose douloureuse, les tumeurs osseuses, par exemple, et des tumeurs qui entraînent des compressions et donc des douleurs, ou des lises osseuses et donc des douleurs. Et puis après, il y a toutes les scolioses malformatives de façon congénitale, des gens qui vont naître avec une hémivertèbre, donc ça va entraîner un développement en particulier et donc une scoliose. Ça c'est pareil, ça peut donner des douleurs. On a les scolioses aussi sur les pathologies neurologiques comme les myopathies ou ce genre de choses. Ça c'est encore d'autres choses. Il y a vraiment une vraie pathologie associée et là les gens ils le savent en fait. Oui, pas forcément, mais justement c'est... On a des... Oui. Pas à 30 ans. Non, on ne le découvre pas, ça c'est sûr. Mais par exemple, tu as des pathologies, des maladies du tissu du collagène, comme la maladie de Marfan ou LR dans l'os. Ça, les gens ne le savent pas forcément, tu vois. Et c'est sur une découverte de scoliose, des fois, qu'on met en évidence ces autres syndromes, qui sont associés à plein d'autres malformations ou anomalies. Mais des fois, c'est la scoliose qui permet de
trouver ce grand syndrome et les autres pathologies associées. Voilà. C'est, encore une fois, ça c'est un autre truc vraiment différent. Mais quand il y a une douleur sur une scoliose, nous, ça va plutôt nous faire rechercher une cause. Et par rapport à ça, alors j'ai très peu été confronté parce que je me suis vite spécialisé et j'ai pas beaucoup de patients jeunes au cabinet, mais je sais qu'on a des fois des ordonnances pour kiné sur scoliose. Alors à l'école de kiné, donc moi ça fait 10 ans que je suis diplômé, on t'apprenait, t'es en rotation droite au niveau de ton dos, tu vas leur faire beaucoup d'exercices de rotation gauche pour essayer de compenser, etc. En réalité, de ce que tu me dis, je me dis, est-ce qu'il y a un intérêt lorsque j'ai un patient enfant qu'on m'enverrait pour scoliose à lui faire travailler, mis à part lui dire sois actif, fais du sport et mange des légumes. Voilà, globalement c'est ça. Après, souvent moi j'ai des parents un peu inquiets qui me demandent est-ce qu'on fait de la kiné. C'est exactement ça. Moi je leur dis écoutez, théoriquement c'est pas nécessaire. Après, s'il y a une gêne ou une douleur, c'est peut-être en effet qu'il n'y a pas que la scoliose, il y a peut-être un trouble postural autre ou des choses à travailler en kiné, et là ça peut être intéressant. Donc moi ça me choque pas d'essayer de faire quelques séances de kiné pour voir si ça améliore, mais globalement la seule chose théorique à faire c'est, comme tu dis, faire du sport et faire attention à son hygiène de vie, à tout ça. C'est hyper important et ça marche aussi pour ces patients-là. Mais qu'est-ce qui fait dans ce cas-là que les médecins, nous, les soins généralistes, c'est une méconnaissance ou c'est les connaissances qui ont évolué, c'est ce qu'on pensait il y a 10-15 ans c'est un peu aussi les connaissances qui ont pas mal évolué. Il y a 20 ans, peut-être un peu plus même, on disait qu'il fallait surtout pas faire de sport chez les patients qui ont une scoliose. Alors que là, c'est totalement l'inverse. On a prouvé que non, justement, il faut qu'ils aient des bons muscles, qu'ils soient souples pour que cette scoliose n'ait pas d'impact sur leur vie quotidienne, Donc je pense qu'il y a beaucoup de médecins généralistes aussi qui savent pas forcément quoi faire sur une scoliose et qui et ça mange pas de pain en effet, proposent de faire un peu de kiné, ne serait-ce que pour avoir des choses bêtes d'éducation aussi sur comment faire attention à son dos, parce que en effet si c'est une scoliose qui évolue et qu'il y a des risques de douleur à l'avenir, si on fait attention en prenant soin de son dos, on peut limiter un petit peu ça aussi. Donc je pense que c'est pour ça aussi qu'ils en prescrivent aussi. Et il faut, il n'y a pas de problème, je veux dire, c'est pas une faute que de prescrire de la kiné pour des jeunes. On peut aussi porter des charges lourdes. Ouais, absolument. Mais c'est vie normale. C'est clairement le genre de choses que des fois moi j'entends de la part de mes patients. Faut que je fasse gaffe, moi j'ai une scoliose, c'est plus fragile, etc. Non. C'est vie normale, mais il faut faire du sport, s'entretenir un minimum et voilà. Et je vais mettre ton opinion sur un autre sujet, qui n'est pas tout à fait pareil, mais qui va s'y reprêter, c'est, on a aussi beaucoup entendu le mauvais de ne pas apporter trop de poids chez les enfants. On disait que ça stoppait la croissance, etc. Nous, en kiné, aujourd'hui, on le dit plus trop, mais d'un point de vue plus médical, c'est un truc qui se dit encore beaucoup. Pas du tout. On est revenu aussi dessus. Non, totalement. C'est même les sacs à dos. Nous, on est crossfitters, moi. Voilà, exactement. On prône les charges lourdes. Exactement. Bien porté avec une bonne technique, mais bien sûr. Mais voilà, la charge en soi, aucun problème pour les enfants. Faut que ce soit bien sûr toujours adapté et en faisant, s'il y a un mouvement à faire qui soit adapté à la charge et qui soit bien fait, mais en soi aucun problème avec les charges même lourdes chez les enfants, c'est pas un problème. Cool. D'un point de vue de la chirurgie, là c'est plus en termes d'infos, on a parlé de pas mal d'opérations différentes, tu vois, du canal lombaire étroit où on vient de dégrader, spondylo on stabilise, scoliose on redresse. Est-ce qu'il y en a qui sont plus faciles, plus difficiles que d'autres? Alors d'un point de vue technique pur. Toi tu vois ça, tu dis waouh, j'ai ça, j'ai encore galéré. C'est sûr. Techniquement, ce qui est le plus dur, entre guillemets, c'est la scoliose. Parce qu'on va devoir instrumenter, donc mettre des vis la plupart du temps, ça peut être des crochets, ça peut être des liens, il y a pas mal de techniques. On vous mettra de toute façon pour ceux qui regardent des photos un peu de avant-après d'opération pour qu'on se rende compte en effet des fameuses matériels dont tu nous parles. Voilà. Et donc ça, on travaille sur une colonne qui est totalement déformée. Donc on n'a plus nos repères habituels, il faut qu'on ait de l'expérience, beaucoup d'expérience, pour savoir comment orienter notre trajet de vis pour pas la mettre dans la moelle épinière. Par exemple. Donc, merci. Techniquement, c'est ça qui est un peu compliqué. Alors maintenant, c'est biaisé par le fait qu'on a beaucoup d'outils, notamment de navigation. C'est-à-dire qu'on peut faire un scanner péropératoire de notre patient tout déformé, mettre des petits repères sur des instruments et nous dire exactement où est-ce qu'on va insérer notre vis, ou faire notre trajet, puis insérer notre vis par rapport au patient et au scanner péropératoire qui est fait. Donc ça nous apporte énormément de sécurité, notamment dans les déformations extrêmes, où là, c'est
bien mieux de prendre cet outil pour nous aider à pas faire de bêtises. Mais théoriquement, sur des scolioses standards, c'est de l'expérience, surtout qui nous permet de bien mettre les vis et donc techniquement ne pas faire de fautes. Donc c'est la chose qui est un petit peu la plus technique, c'est tout ce qui est chirurgie de la déformation, parce que la colonne, on n'a pas nos repères habituels et ça peut être plus ou moins rigide. Une scoliose de quelqu'un de 70 ans qu'on n'a pas opéré jeune et qui est toute déformée avec en plus de l'arthrose, etc. Hyper complexe techniquement. Où là, justement, on peut des fois, dans certains cas, avoir recours à ces systèmes de navigation pour nous aider, pour pas prendre de risques, encore une fois. Et après, il y a tout ce qui est réduction de la déformation, où là, le risque, il est neurologique. C'est-à-dire que la moelle épinière ou les racines nerveuses, elles sont dans cette position depuis très longtemps et elles peuvent ne pas avoir envie du tout qu'on les remette droite. Et c'est pour ça qu'on a aussi un monitoring neurologique péropératoire pour être sûr que lorsqu'on fait les manœuvres de réduction, donc pour remettre droit, que l'influx neurologique ne s'arrête pas, en gros. Parce qu'on peut vraiment perturber la moelle épinière par le fait de remettre droit la colonne. Donc ça, c'est rare qu'il y ait des problèmes neurologiques comme ça. Mais avant qu'on ait ces systèmes-là de monitoring, on réveillait les patients au moment, c'est vrai, au moment où on faisait la réduction, pour être sûr qu'ils bougeaient bien les jambes. Donc, alors ça se fait toujours, les chirurgies. Laissez-moi dormir dans ce cas-là. Mais c'est pour dire. C'est comme les gens qui opèrent le cerveau. Exactement, les chirurgies éveillées. Donc c'est pareil, ça on le fait un peu moins, on a d'autres techniques aussi, mais ça reste quelque chose qu'on a fait pendant longtemps, de réveiller le patient au moment de la réduction, être sûr qu'il bougeait bien les jambes. Le flux passe. Et voilà. Donc maintenant, encore une fois, on n'a plus besoin de faire ça, mais voilà. Donc pour ça, les chirurgies de la déformation, scoliose, hypercyphose aussi, c'est encore un cas un peu particulier, mais ça, c'est ce qui techniquement est le plus dur et le plus risqué aussi d'un point de vue neurologique. Et petite parenthèse pour ceux qui pensent qu'ils se décalent le bassin ou se décalent les vertèbres et qu'ils ont mal au dos, ça, c'est le seul cas où on vous remet la vertèbre en place. C'est Anne, c'est la seule, c'est pas l'ostéo, c'est pas le chiro. Si vraiment vous avez le bassin décalé, elle va vous le remettre, mais vous aurez peut-être pas envie. Mais non, vous n'avez pas envie. Très bien, merci beaucoup pour ce petit truc qui est important à préciser, en effet. Et du coup, après, toutes les autres chirurgies sont un petit peu plus standards et techniquement moins compliquées. Qu'est-ce qui rend compliqué une intervention pour nous ? C'est, premièrement, en effet, si ça évolue depuis très longtemps. Typiquement, un spondylolisthésis, un glissement de vertèbre qui évolue depuis vraiment plusieurs décennies et pour lesquels on a beaucoup d'arthrose, où on a un glissement qui est très important, techniquement, pour nous, ça va être plus dur d'avoir nos repères, de savoir où mettre nos vis, de réduire le spondylo, de remettre un peu droit. Ce qui fait que des fois, même, on ne le réduit pas, on le laisse en place quand c'est trop compliqué ou trop risqué de le réduire. Donc ça va rendre les choses difficiles. Pareil, s'il y a beaucoup d'arthrose, donc pareil, plus on attend, plus les gens vont développer de l'arthrose. Nous, ça peut être difficile pour avoir nos repères, pour mettre nos vis, pour libérer. Alors, pour tous les gestes de libération, pareil, plus on attend, plus on a de risques de compression très importantes et du coup d'avoir des difficultés à passer nos instruments pour aller retirer l'os, et on a des risques de brèche durale. La brèche, c'est l'ouverture de l'enveloppe autour des racines nerveuses. C'est pas très grave, mais nous, ça nous fait perdre pas mal de temps, s'il faut qu'on le suture, et plus on attend, plus le patient est âgé, a une dure mère un peu poreuse, plus c'est difficile de gérer ça, même si on y arrive parce qu'on est très fort, mais voilà. Et enfin, après, il y a tout ce qui est au contact de la moelle épinière. Donc les libérations, par exemple un canal cervical étroit qui est responsable d'une myélopathie, on va faire une libération de la moelle épinière. Là c'est techniquement plus compliqué parce qu'on ne peut pas pousser la moelle épinière. Donc nos instruments, on doit les passer sous l'os. Donc si on a une compression qui est très très importante, rien que l'épaisseur de notre instrument peut venir appuyer sur la moelle épinière et risquer de les donner des lésions neurologiques. Pour ceux qui n'ont pas l'image, tu me dis si je me trompe, c'est comme si j'avais ma bague de fiançailles coincée un peu au niveau de mon doigt. Et qu'il fallait passer en dessous. Pas à glisser pour couper la bague, parce qu'en fait le canal est tellement serré que c'est ça, et c'est un peu le problème que vous avez. C'est ça. Donc après on a d'autres outils qu'on peut utiliser, des scalpels osseux pour passer sur le côté, mais pareil qui ont aussi une certaine dangerosité. Donc voilà, donc ça c'est des choses qui peuvent rendre les gestes plus techniques et plus délicats. Et donc oui, en fonction du patient, de l'image, de son histoire, on sait qu'on va avoir plus ou moins des difficultés. Et tu vois, d'ailleurs, tu me disais, j'aime bien qu'il fasse un peu de kiné avant. J'imagine que le fait que le patient il soit plus ou moins actif, plus ou moins sportif, ça doit, à mon avis, faciliter aussi pour vous le travail. Parce que le tissu conjonctif sera pas de la même qualité, le muscle aussi. Et est-ce que toi, tu arriverais à voir, n'importe quoi, je te mets 2 patients de 60 ans, lequel serait les 2 grands trucs qui me viennent en tête, ce serait fumer et boire?
Est-ce que c'est des trucs qui peuvent jouer pour aussi, pareil, vous rendre la tâche plus facile ou plus difficile? Tu vois une différence absolument. sur les tissus? Alors, alors c'est sur les gros buveurs ou les gros fumeurs qu'on voit clairement une différence sur la qualité de la peau, en fait. On va avoir une peau qui, pour nous, aura beaucoup plus de risques de mal cicatriser, avec des risques de désunion et d'infection. Et ça, c'est plus pour du post-op? Ouais, voilà. Pendant l'opération? Non, en péri-opération. Alors, pour l'os. Ça vaut beaucoup pour l'os parce que la qualité osseuse est largement en lien avec, en effet, la consommation de tabac, notamment. Alcool moins, mais tabac. Les gros tabagiques, on a un os qui souvent est très friable, en effet, qui peut être ostéoporotique. Et donc ça, en effet, on va le sentir. Et à l'inverse, un patient jeune et sportif, des fois, l'os, c'est ça, quoi. Un peu too much. Exactement. Mais j'ai des ampoules, des fois, non pas à cause du crossfit, mais à cause de la pince, parce que l'os est très, très dur. Ouais. Et ça... Je devrais fumer. Non, j'en irai pas jusqu'à là, mais j'ai déjà eu vraiment, et j'ai tout de suite vu la différence. Patients du même âge, un qui était très sportif, qui faisait beaucoup de marches en montagne, etc. Et un autre un peu bedonnant, qui faisait pas du tout de sport depuis des années. Grosse différence sur la qualité de l'os. Après, il n'y a pas que ça, pas généraliser, mais ça, c'est sûr que nous, jour le jour, en opérant, on se rend compte de ce genre de choses et ça change pas mal de choses pour le patient et pour nous. Oui, et après, comme tu dis, il y a aussi tous les soins post-op. Ça c'est hyper important. Par rapport aux infections cutanées, cicatrisation de la peau, tout ça, qui sont aussi encore plus améliorées. Ouais, tout à fait. Ok. D'un point de vue efficacité, j'ai n'importe quoi, un patient qui doit se faire opérer, arrêter de fumer un mois avant, ça a un effet ou c'est trop court? C'est un peu court, mais c'est déjà bien. De toute façon, même une semaine avant, ça reste mieux. Voilà, exactement, c'est toujours mieux. Ce sera peut-être une période d'entrée pour qu'il arrête complètement. Exactement. Mais je me dis, est-ce qu'en un mois, on peut déjà avoir un effet? Oui, on voit quand même un effet... sur la cicatrisation, en effet. Et après, ce sera aussi important pour nous d'un point de vue consolidation osseuse. Si on fait un geste d'arthrodèse, de fusion, même d'ostéosynthèse, en fait, parce que c'est la qualité de l'os aussi qui va être importante. Mais surtout pour les arthrodèses, un patient qui fume a, je crois, 25% de plus de risque de pseudarthrodèse, c'est-à-dire de non-fusion, à cause du tabac. Alors moi, j'ai certains collègues qui obligent certains patients à arrêter de fumer avant de les opérer, pour limiter ce risque. C'est un peu extrême, mais c'est sûr que c'est une chose sur laquelle on peut agir et qui a un rôle, encore une fois, donc, dans la cicatrisation et le risque d'infection, et sur la réussite ou non de l'opération, en fait. Parce que si on doit faire fusionner une zone, s'il y a ce facteur de risque de non-fusion qu'on laisse courir, c'est bête, quoi. On se laisse la porte ouverte à un échec, quoi. Tu dis que c'est extrême, moi je trouve pas ça extrême, en vrai. Non, c'est pas extrême, mais... Tu peux le faire, je t'opère pas, et puis si tous les chirurgiens ont le même discours, à un moment donné, la personne sera obligée de le faire. Alors, non, bien sûr, c'est de sûr. la dictature de la santé, mais bon, en même temps, à un moment donné, dictature de la santé, j'aime bien. Ouais, mais à un moment donné, les gens, enfin, t'as une hygiène pourrie. Déjà, on t'opère parce que, alors, je dévie là, parce que la scoliose, il y a un côté génétique, tu peux rien, tu vois, avec tes parents. Mais mets toutes les chances de ton côté, quoi. Ouais, donc, non, bien sûr, c'est sûr. Donc, ok, donc bon, encore une raison de plus de ne pas fumer. Ça, c'est clair. Ou de contrôler sa consommation d'alcool. Yes. Est-ce qu'il y a un élément dont on n'aurait pas parlé, tu vois, un grand truc que tu te dis, non mais ça je le répète à tous mes patients au cabinet, etc. Ou vraiment un point sur lequel il faudrait qu'on insiste une dernière fois avant le final? Moi je dirais quand même qu'il faut... Ça m'arrive pas mal de voir des patients qui squeezent la partie médecin traitant et qui viennent voir directement un spécialiste parce qu'ils ont mal au dos. Ça, il faut éviter. Parce que clairement, déjà, ça fait des dépenses de santé trop importantes, parce que spécialiste, ça coûte plus cher que la médecine générale pour la Sécu. Et ensuite, il y a vraiment plein d'étapes avant d'aller voir un spécialiste... de la colonne, et notamment commencer par des séances de kiné bien conduites avant de se dire il y a quelque chose qui va vraiment pas et j'ai besoin de faire une IRM ou de faire un truc. Ça, c'est un petit peu un message, parce que maintenant, avec la facilité sur Paris, j'entends, de prendre rendez-vous avec des spécialistes, il y a Doctolib, tout ça, fait que des fois, les patients un peu pressés... Spécialiste, genre chirurgien, toi, ou genre un rhumato? Non, le rhumato aussi. Théoriquement, il faut quand même à chaque fois passer par la case médecin traitant. Alors, c'est facile à dire, quand on a mal et que le rendez-vous, il est dans 15 jours, on n'a peut-être pas envie d'attendre 15 jours, mais il n'empêche que, c'est pas toujours nécessaire d'aller voir un chirurgien ou un rhumato parce qu'on a mal au dos, quoi, ou mal au cervical. Il y a plusieurs étapes avant de se dire il y a quelque chose de pas normal qui nécessite des investigations et un avis spécialisé. Voilà, c'est juste... Un patient qui vient pour une douleur de dos,
Tu lui fais faire une radio ou pas spécialement? La recommandation, ouais, en première intention, c'est de faire une radio, pas de faire une IRM. Pourquoi? Parce que tu dois rechercher s'il n'y a pas des tumeurs osseuses, des choses que tu peux voir à la radio. Alors, c'est un peu bête, je suis d'accord. Non, t'inquiète. Mais c'est l'HAS qui avait décidé ça. Alors, c'est douleur chronique, pas le douleur aiguë. Je crois que c'est plus de 6 semaines. Il faudrait regarder dans les recos. Okay. Mais je crois que c'est plus de 6 semaines. Douleur lombaire isolée. L'examen de référence, normalement, c'est une radio. Voilà. Okay. Mais qui très souvent ne sert à rien, on va pas se mentir. Mais tu peux voir un spondylo, tu peux voir une rotation vertébrale d'une éventuelle scoliose, tu peux voir... Ouais, mais tu vois, le spondylo, au final, ce qui compte pour moi, c'est pas tant de le voir à l'imagerie, ça va être la clinique. Bah, bien sûr. Non, et en fait, c'est là où ça m'embête, c'est que... Alors, j'avais pas pensé au côté diagnostic différentiel. En effet, globalement, si on prend 100 patients qui vont avoir mal au dos, je dis au pif, mais peut-être 2 qui auront vraiment un truc grave, et là, la radio, elle va permettre de le voir. C'est ça. Ouais, il y a une fracture tassement chez une personne âgée, même s'il n'y a pas eu trop de chute. Oui, il y a une tumeur ou une brucellose qui est en train de ronger une vertèbre, etc. Mais en fait, dans 90% des cas, il n'y a rien, ou il y a un truc qui, de toute façon, ne sera ni chirurgical, ni infiltratoire. Ça se dit, ça? Enfin bref, on s'est compris. Et en effet, le spondylo, ce qui compte, c'est moi, quand je vais lui faire le bilan, est-ce qu'elle réagit à l'extension, est-ce qu'elle réagit à la flexion, et après, comment on adapte. Et c'est vrai que ce qui est dommage, c'est que je trouve que j'ai beaucoup de patients qui sont passés par la case-imagerie et qui, du coup, ils arrivent avec déjà un diagnostic et des croyances et des peurs que moi, je reprends 4 séances à leur déconstruire. Absolument. Ça, c'est un gros problème. Et c'est théoriquement, mais je suis d'accord, limite, il faudrait pas faire d'examen avant certains signaux de gravité ou de longévité de certains symptômes, ou alors faire un examen un petit peu plus adapté, je suis d'accord. Mais en fait, je pense que c'est les recommandations d'un point de vue médico-économique, si tu veux, pour... limiter les dépenses de santé et pour que le patient ait une réponse aussi, parce que malheureusement souvent le patient il comprend pas, il veut comprendre et il veut un examen. Donc c'est pour ça que ces recommandations là qui ont été établies, mais c'est sûr que c'est pas forcément hyper pertinent, et comme tu dis, malheureusement des fois le patient après il se fait des idées et pas très facile à remettre dans le droit chemin. Ça c'est sûr. Totalement. Pour finir ce podcast, j'ai une petite série de questions très rapide, ça va durer 1 minute. Tu réponds rapidement, en général c'est du oui-non ou du vrai-faux ou des choses comme ça. Ok. T'es prête? Allez. Est-ce qu'il faut se tenir droit pour ne pas avoir mal au dos? Oui. La chirurgie est-elle souvent nécessaire pour traiter les problèmes de dos? Non. Est-ce que tous les chirurgiens roulent en Mercedes? Ah non. Les hernies discales peuvent être traitées sans chirurgie? Oui. Recommandes-tu souvent la natation à tes patients? Oui. Est-ce qu'un jour on pourra remplacer toutes les zones de notre corps? Oh oui. Le tabagisme peut-il aggraver les problèmes de dos? Oui. Un chirurgien a-t-il aussi des douleurs de dos? Oui. Est-ce que le mal de dos c'est vraiment le mal du siècle? Oui. Est-ce que notre dos est fragile? Non. Le sac de nos enfants est-il vraiment trop lourd? Le quoi? Le sac de nos enfants est-il vraiment trop lourd? Non. Est-ce que les chirurgiens ont-ils peur d'être remplacés par des machines? Non. Est-ce qu'avoir une scoliose c'est grave? Non. Pour ou contre l'utilisation des t-shirts posturaux? Si ça vous fait plaisir. Est-ce que c'est vrai que Dieu ne se prend pas pour un chirurgien, mais qu'on ne peut pas dire l'inverse? Ouais, ça c'est vrai. En France, les chirurgiens collaborent-ils assez avec les autres pros de santé? Je pense que ça peut être amélioré. Les chirurgiens ont-ils assez de temps avec leurs patients? Ça dépend des structures. Nickel, pile poil. Parfait. Parfait. Bah écoute, merci beaucoup pour ton temps, pour toutes ces infos, c'était avec hyper plaisir. Cool. En général, quand j'arrive à la fin du podcast, je demande à mon invité de renvoyer vers ses liens Instagram et YouTube, mais du coup, toi, il n'y a rien. Si, Doctolib, si vous voulez prendre rendez-vous avec moi, mais j'espère pas. Qui sont sur Paris, mais on préfère vous l'éviter. Voilà. J'espère que cette vidéo, en tout cas, vous a plu. Si c'est le cas, pensez à mettre un gros pouce bleu. Si vous avez des questions sur tout ça, vous nous les mettez dans les commentaires. Et si vous n'étiez pas encore abonné à la chaîne, pensez à le faire pour ne pas louper les prochains épisodes. Merci. Avec plaisir, salut.